Bonsoir, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux, comme on dit. On a une vraiment belle occasion ce soir. On a vraiment une conférence assez passionnante qui arrive, avec un personnage non moins passionnant, qui nous a fait l'honneur de venir jusqu'à nous et de travailler pour faire quelque chose d'intéressant. Donc Marc Mortelmans, je vous le présente. Merci. Salut à tous. Et donc Marc, il a plein de cordes à son arc. C'est un podcasteur célèbre du vivant. En fait, ce qui le passionne, lui, c'est la vie, le vivant. Et il a fait un bon nombre de podcasts sur un nombre incroyable de créatures vivantes. Et par ailleurs, figurez-vous qu'aujourd'hui même, c'est le jour de la sortie de son livre majeur, je pense, qui est une espèce de Bible, qui est un livre qui s'appelle No Men, que vous pourrez à la fin acheter, vous le faire signer par Marc, qui est un livre absolument passionnant, qui se promène dans l'origine des noms des espèces et des animaux, et on apprend des choses absolument incroyables. C'est un bouquin que vous pouvez feuilleter pendant 2 ans, vous y retrouverez encore des choses nouvelles, et tout le monde y trouvera son compte, c'est vraiment passionnant. Donc voilà, podcasteur, écrivain, naturaliste, plongeur, passionné de vie. Et il est là pour nous parler de cette famille avec ce nom un peu compliqué. Quand on a voulu faire une affiche pour cette conférence ce soir, on s'est dit que céphalopode, ça allait pas le faire. En plus, il y a plein de gens qui sont pas sûrs de exactement c'est quoi, pour parler français. Et après, j'ai dit, on pourrait mettre alors les créatures à tentacules, mais tentacules, c'est un drôle de mot, quoi. Pas terrible sur une affiche, donc voilà, donc en fait voilà, les céphalopodes, c'est cette espèce d'immense famille. Et alors pourquoi on parle des céphalopodes ici, ce soir? Parce que, comme vous le savez bien sûr, on a un canyon qui s'appelle le Gouffre, pour ceux qui sont là de passage, un grand canyon, et ce canyon fournit quelque chose, c'est-à-dire il fournit toutes les créatures de rochers, de profondeur, etc., qu'on ne peut pas trouver ailleurs, puisqu'on est le seul port des Landes ici, et qu'on a donc, sur les étals des pêcheurs, vous trouverez des crustacés, etc., etc. Et vous trouverez des calmars, beaucoup, des sèches. Moi-même, je m'y perds, calmar, sèche, calamar, qu'est-ce qui est quoi. Donc voilà, ici, on a beaucoup de céphalopodes dans le canyon. Ces céphalopodes, ils attirent toute une faune. Une partie de cette faune, ce sont les cétacés, qui sont nombreux, comme vous le savez, autour du canyon. Et les cétacés sont très friands de calmar, et donc ils participent aussi à cette espèce de grande roue de la biodiversité. Et maintenant, je vais tout simplement vous laisser entre les mains de Marc Mortelmans, qui va vous parler de ces bêtes à tentacules. Merci. Merci Hugo. Je suis très ému et très honoré d'être là, et c'est vraiment pas fin. Je ne sais pas comment dire. Quand Hugo m'a appelé pour venir faire une conf, j'étais très honoré. Donc c'est pas la première fois que je vais te remercier Hugo ce soir. Je suis très honoré aussi d'être là avec vous dans cette ville que je découvre pour la première fois. Je me suis baladé hier. J'ai vu les stacades. J'ai mal prononcé la première fois, et j'ai appris 1000 choses que je vais distiller au cours de cette conférence que j'ai eu grand plaisir à préparer. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je ne vis que de mes confs et de mes bouquins. Et comment dire, j'ai encore un peu de fraîcheur. Au bout de 4 ans de tous ces podcasts, je suis un peu fatigué, mais j'ai encore un peu de fraîcheur. Et j'étais enchanté quand Hugo m'a proposé, imposé, non, je plaisante, m'a proposé de faire quelque chose de nouveau. Parce que moi, je fais des arbres, je fais 1000 choses, je fais de l'océan, mais j'avais jamais fait les céphalopodes. Et donc, j'étais ravi, je te l'ai dit hier encore, j'étais ravi de plancher sur un sujet nouveau que je connaissais moins bien que d'autres, bien que je sois ancien prof de plongée. Et donc, voilà, je suis ravi de partager ça avec vous le jour de la sortie de mon bouquin, qui s'appelle Nomen. Alors, tu as dit Nomen, c'est drôle. Nomen, ça veut dire non en latin. C'est pas d'homme, c'est juste substantif en latin, ça veut dire un nom. Et j'y raconte effectivement les origines des noms du vivant. Je pense que du coup on va commencer, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et j'aimerais pas voir l'impatience sur vos visages. Avant d'oublier, je remercie beaucoup de gens. Hugo, je vais le faire sans arrêt. Je remercie Adèle qui s'est occupée de moi, là, qui est dans l'ombre. Tu veux pas venir montrer ta frimousse une seconde ?
Adèle, messieurs, dames, qui opère dans ce bel endroit qui s'appelle le MOP, qui veut dire serpillière. Je ne sais pas si tu étais au courant en anglais. MOP, c'est la maison de l'oralité et des patrimoines. Elle me fait oui de la tête. Merci Adèle pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci Delphine que j'ai rencontré tout à l'heure qui avait du mal avec l'installation de, je ne sais pas comment ça s'appelle, Kakemono. La bâche, tout simplement. Et merci à beaucoup de gens. Je remercie à Yves qui est venu de loin, qui est un de mes amis jardiniers, qui vient de Pau, si je ne dis pas de bêtises, avec son padawan, Sbire. On se parlera après. Enfin, j'espère que vous aurez encore un peu de force à la fin pour venir discuter tout simplement avec tous ces gens. Je remercie aussi Guillaume, qui est le président et le rédacteur en chef, qui ne sait plus où se foutre, de l'association Baleine sous Gravillon. Baleine sous Gravillon, ce sont les podcasts que j'ai créés, mais c'est aussi une asso derrière, une asso loi 1901 qui, en gros, fait office, enfin, fait métier, fait vocation plutôt, de raconter le vivant. Et nous avons la chance d'avoir le rédacteur en chef qui est prof de SVT, qui est là parmi nous ce soir. Il y a Marie-Laure, qui est rédactrice bénévole au sein de l'équipe de Baleine sous Gravillon. Il y a Fabienne, qui bosse à la médiathèque de Cap-Breton, qui a mis la médiathèque à ma disposition tout à l'heure. Je n'avais pas fini la conf ce matin, j'ai encore travaillé 5 heures aujourd'hui. Je ne suis même pas allé me baigner pour faire tout ça. Bref, j'arrête les remerciements, j'arrête le bavardage. Je commence. Est-ce qu'Olivier est content au niveau du placement? Je ne le vois pas, Olivier, mais on espère qu'il est content. Alors, est-ce que certains d'entre vous... Alors moi je parle beaucoup, enfin je suis très interactif pendant les confs, j'espère que ça ne va pas vous déranger. Est-ce que vous connaissez ce dessin? Est-ce que ceux qui connaissent ce dessin peuvent lever la main? Vas-y, crie l'auteur du dessin. Non. Alors, bien joué de ta part. Oui, ça représente bien un poulpe, mais ma question c'est qui a fait ce dessin? Totor. Totor dit Hugo, qui s'appelle comme lui. Ça, c'est un dessin de Victor Hugo, qu'il a dessiné pour les travailleurs de la mer. On y reviendra tout à l'heure. Bon, j'ai déjà commencé, et Hugo l'a très bien fait, mais je me représente vite fait, ça a sa micro-importance. Moi, effectivement, je fais partie de ces gens qui, je ne sais pas comment le dire, en résumé, depuis quelques années, je consacre ma vie à raconter le vivant. Voilà, et je suis né comme ça, c'est-à-dire que un des plus beaux compliments qu'on m'ait jamais fait, c'est une de mes ex qui m'a dit, et vous comprendrez mieux pourquoi c'est une de mes ex, elle m'a dit « Toi, tu serais capable de rester à t'extasier 3 heures devant un brin d'herbe. » Et en gros, voilà, moi, les animaux, même, enfin, les arbres, beaucoup de choses, enfin voilà, c'est toute ma vie. Donc j'ai été baigné, je suis un jeune, enfin je suis cinquantenaire, donc j'ai été baigné et pétri avec les documentaires, je pense que pas mal d'entre vous, du fameux Jacques-Yves Cousteau, hein, vous avez reconnu leur combinaison de lumière de l'époque. Et puis j'étais un enfant facile à contenter, quand j'étais môme, on m'a offert beaucoup de bouquins, vous savez cette collection, là, les animaux, j'en vois qui font oui de la tête, les animaux d'Océanie, les animaux de l'océan, de la montagne, etc. Chaque Noël, j'avais un bouquin de la collection. Un peu plus tard, tous les docs de la BBC qui sont quand même incroyables, hein. Blue Planet, Frozen Planet, enfin tous les docs de la BBC, je pense que je suis pas loin de les avoir tous vus. Parcours. Alors, ensuite, un peu comme le jeu de loi. Vous savez que les passionnés de jeux de loi, vous allez repartir avec au moins ce mot-là ce soir. Les passionnés de jeux de loi s'appellent les oca ludophiles. Mot qui n'a rien à voir avec la choucroute que je voulais vous offrir en premier. Donc mon parcours de 20 à 40 ans, grosso modo, j'ai fait des études un peu rigolotes et interlopes. J'ai fait maths sup, maths spé, ensuite j'ai fait de l'archi, et ensuite j'ai fait une fac d'allemand et de culture écom. Mes parents qui me voyaient président de la République ou cosmonaute ou avocat. Bon, bref, donc j'ai fait des études bizarres et interlopes. Vagabondante, on va dire, d'où la première image. Ensuite, je suis parti vivre, je la fais rapide, hein, je suis parti vivre dans le Sinaï. Le Sinaï, je ne sais pas si vous savez, c'est ce petit triangle de désert qui est malheureusement très, commenté aujourd'hui, qui sépare tout simplement l'Afrique de l'Asie, le Sinaï. Ok, il touche Israël, il touche l'Égypte, bon bref. Donc j'étais là-bas, et j'étais prof de plongée, et je suis resté 4 ans prof de plongée dans le Sinaï, qui est ce beau désert. Ensuite, je suis parti, j'essaie de la faire plus brève, au bout de 4 ans dans le Sinaï, je suis parti en Amérique latine. Et donc la photo de ce requin-marteau à licorne, c'est moi qui l'ai prise au Galapagos où j'ai vécu 4 mois.
Raymanta, j'ai vu les premières au Costa Rica, je vous passe les détails, dont l'emblème est cette petite grenouille, la rainette aux yeux rouges, qui est une célébrité locale, c'est l'emblème du Costa Rica, au passage. Je vais vite, ça c'est un des plus beaux volcans du monde au Chili, où j'ai vécu 5 ans et où j'étais guide d'expédition de montagne. Et ce beau volcan-là s'appelle le Parinacota. 6300 mètres, je crois. Donc ça c'est moi qui fais le malin avec le livre qui a en haut de Ojos del Salado, qui est une autre montagne qui est tout simplement le volcan actif le plus haut du monde par rapport au centre de la Terre. Je ne sais pas si vous connaissez cette subtilité. En fait, voilà, enfin, je vous dirai ça après la camp, sinon on n'est pas rendu, mais en résumé, Ojos del Salado, c'est le plus haut volcan actif du monde, et c'était un peu ma spécialité. J'ai fait 5 expéditions sommet en 1 an, je dois être pas loin du record. Et voilà, donc ça c'est moi sur ce qu'on appelle un salar. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, un lac salé en français, enfin un salar, un salt flats en anglais, en l'occurrence à Uyuni, et les rares fois où il pleut, le truc se transforme en miroir. C'est un phénomène que j'ai eu l'occasion de voir 2 ou 3 fois en 5 ans. Voilà, donc je vivais au Chili, dont les 2 animaux emblématiques sont... Bah tiens, on va faire partie... Vous reconnaissez quoi comme animaux sur les armoiries du Chili? Alors, j'entends Condor, et c'est bien joué de votre part, mais comment s'appelle l'autre? Le guanaco. Vas-y. Il a levé le doigt. Non, mais... D'accord. Non, je pense que personne là, celui-là. Ça s'appelle un huemul, et c'est un cervidé très rare qui vit dans les Andes. Voilà, passage. Donc ça, c'est moi avec l'équivalent du canard enchaîné chilien qui s'appelle The Clinic, en référence à la clinique où se reposait Pinochet à la fin de son règne. Et effectivement, sur les routes, il y a des panneaux pour qu'on évite les guanacos. Tu avais raison tout à l'heure de parler de guanacos. Il y a 4 camélidés sauvages en Amérique du Sud. Il y a les 2 sauvages qui sont la vigogne et le guanaco, qui ont donné respectivement l'alpaca en français, et le llama, le lama. Bref, rien à voir avec nos céphalopodes, mais je tenais quand même à dire d'où je viens. Aujourd'hui, donc, je fais 2 podcasts. Il y en a un qui s'appelle Mécanique du vivant sur France Culture. Voilà, qui est un titre horrible que j'ai pas choisi. Hein. Et l'autre s'appelle Baleine sous gravillon, et j'en ai déjà parlé à propos de Guillaume, donc voilà, et qui se subdivise en 4 podcasts, dont un s'appelle justement Nomen, dans lequel on raconte les origines du vivant. J'accélère un peu. On vient de sortir un jeu aussi, j'en parle, parce que je vais quand même prendre 2 phrases pour raconter l'histoire. Guillaume, qui est prof de SVT, m'a appelé il y a 4 ans pour me dire qu'il aimait bien les émissions que je faisais. Et il m'a montré les images qu'il avait créées avec ses petites mains. 2 ans. 2 ans, me dit-il. Une exagération de ma part, pardon. Mais non, ça fait 3 ans. Bon, bref. Il m'a appelé au tout début et il m'a dit qu'il avait créé des images pour récompenser ses meilleurs élèves. Je ne sais pas si vous connaissez ce système, moi je l'ai connu à l'école. On avait des bons points à chaque fois qu'on avait une bonne note, et au bout de 10 bons points, on avait genre une image. Et les images que donnait Guillaume, c'était des images qu'il fabriquait à partir des podcasts où il y avait 2-3 infos. Et bref, et voilà, c'est émouvant. Et je lui ai dit, mais attends, mais c'est une super idée. Je suis tombé de ma chaise quand il m'a dit ça. Je lui ai dit, bah, bien sûr, on va créer un jeu. C'est toi qui vas le faire. Et ce jeu est sorti. Et donc notre rêve à Baleine sous gravillon, c'est que demain, ce jeu soit dans toutes les écoles. Pourquoi inventer des Pokémon alors que le vivant autour de nous est si riche et si mal connu? Et donc nous, on a créé ce jeu pour qu'on puisse s'amuser dans les collèges, les lycées, donc tous les profs là qui sont parmi nous. Vous pouvez lever la main, ceux qui sont profs ou anciens profs? Ah, pas tant de profs que ça parmi nous. Une dizaine, une quinzaine, d'accord. Ok, voilà, j'ai écrit 2 bouquins, dont le premier est sorti en avril, qui s'appelle Les idées fausses sur le vivant, qui est là, dans lequel je débunk, pardon pour ce mot, dans lequel je démystifie la pléthore d'idées fausses qu'il y a partout. Je ne sais pas par quel bout commencer, mais... Enfin, que ce soit les scientifiques, les politiques, même les confrères, journalistes, y compris de vulgarisation, et moi-même, en fait. Hein, dans ce bouquin, il y a plein d'erreurs que j'ai commises moi-même. Mais voilà, je débunk plein d'idées fausses. En fait, c'est fou de voir à quel point tout le monde connaît si peu ce que j'appelle très sérieusement nos frères et sœurs de vivant. Et je l'ai déjà dit, le bouquin qui sort aujourd'hui même, c'est pour ça que j'en suis fier, c'est un peu comme un accouchement, si vous voulez. Il est là, et dans ce bouquin, je raconte l'origine des noms des espèces. Hugo l'a déjà dit, je passe. Et donc, nous sommes ici ce soir, pardonnez cette longue introduction, pour parler effectivement des céphalopodes. Et tu vois, Hugo, je t'ai pas menti, je t'ai mis... Figurez-vous que ce monsieur, en plus d'avoir écrit 50 bouquins, il m'a appris hier qu'il faisait du body surf. Donc le gars fait du surf avec son corps. Voilà. Donc cet hommage est rendu. Alors, on va commencer par une première question... précisément qui est un avant-goût de ce que je fais dans Les idées fausses.
À votre avis, comment se répartit, si on pesait tout ce qui vit sur Terre, à votre avis, quel serait le podium? Vous comprenez ma question? Si on pesait absolument tout ce qui est vivant sur Terre, qu'est-ce qui serait sur la première marche du podium? Vous comprenez la question? Vous pouvez lever la main, ceux qui sont en faveur, allez, des fourmis. Fourmis, une bonne vingtaine. Qui est en faveur des fameux vers de terre? Ah, beaucoup plus, quasiment un tiers de la salle. Qui pense que l'humain ou l'humain et son bétail... Ah, une. C'est bien, j'admire ton courage. Et toi aussi, pareil, c'est rigolo. De 7 à 77 ans. Ok. Alors, tenez-vous bien, voilà la réponse. Donc, ça s'appelle la biomasse, hein, tout ce qui vit. Donc sur la première marche du podium, avec presque 83% de tout ce qui vit sur Terre, ce sont les arbres. Sur la deuxième marche du podium, ce sont les bactéries. Vous en avez tous à peu près 2 kilos dans le ventre à l'heure où je parle. 12% de bactéries. Et j'utilise mon petit pointeur. Tous les animaux, de toi à moi, en passant par les dromadaires, la baleine, les alpacas, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, les vers de terre, les fourmis, les abeilles, tout ce que vous voulez. Tout ça, tout ce que je viens de dire, c'est moins de 0,5% de la biomasse sur Terre. Je pense que ce genre de proportion devrait être enseigné au CP, au CE1, au CE2, au CM2, et je pense que tout le monde devrait savoir des choses comme ça. C'est le genre de sujet que j'aborde dans ce bouquin. Et je pense qu'il y a un vrai problème à ne pas connaître ça au XXIe siècle, à l'heure où le vivant s'effondre tout autour de nous, y compris dans l'océan qui est en face de vous. Bon, je resserre juste un tout petit peu la focale et après j'enchaîne sur nos céphalopodes, ça fera vraiment une longue digression, mais en résumé, là, je resserre la focale sur uniquement les animaux. Uniquement, on oublie les plantes, on oublie les bactéries. Là, je parle que des animaux, d'accord? Donc si je resserre cette focale, vous voyez que les fameux vers de terre dont tout le monde croit qu'ils sont la plus grosse biomasse sur Terre, ils font partie de ces 8%, et encore, tous les annélides ne sont pas des vers de terre. Hein. Les fameux céphalopodes dont on va parler, c'est quand même pas mal aussi, mais c'est que 8% en tout. Et d'évidence, il n'y a pas que les céphalopodes dans les mollusques, hein. Il y a tous les escargots, tous les coquillages. Donc vous voyez que c'est une fraction infime. Tout ce qui est insecte, par contre, c'est beaucoup, hein, c'est 42% de tout ce qui vit, biomasse animale. Il me paraissait intéressant aussi de vous montrer que dans ces biomasses animales, l'humain c'est 2,5%, son bétail c'est 4%, et l'ensemble des mammifères sauvages, baleines et éléphants compris, c'est moins de 0,3%. J'étais content de partager ce chiffre avec vous, je trouve que c'est quand même assez intéressant. D'évidence, ces ratios se sont inversés en moins de 10 000 ans. Vous en avez conscience. Voilà, je vous rassure, je ne vais pas passer trop longtemps, mais là c'est un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'humain et son bétail, en gros tout ce qui est rouge, l'humain et son bétail, c'est 80... Ah, qui aura le premier gage? Qui n'a pas mis son téléphone sur vibreur? Bref, l'humain et son bétail, c'est 95% de tous les mammifères cette fois-ci. C'est important les mots, mammifère c'est pas pareil qu'animal, bon, petite nuance. Allez, encore une subtilité, et vous avez jusqu'à ce qu'il sorte de son tube pour me donner la réponse. À votre avis, il y a plus de biomasse dans l'océan ou sur Terre? Qui est en faveur de la Terre? Ah, c'est drôle. Ça se joue. Hein. Qui est en faveur de l'océan? D'accord. Alors, vous venez de vous mettre l'omoplate dans l'œil jusqu'au doigt. Ceux qui ont levé la main. Donc c'est complètement faux. Hein. La petite partie bleue, là, c'est la biomasse qu'il y a dans l'océan. Vous savez que les océans recouvrent les 2 tiers de la planète. La petite partie bleue, là, c'est toute la biomasse des océans. Et vous voyez qu'il y en a beaucoup plus, par exemple, dans le sous-sol que dans l'océan. Sous-sol auquel on ne pense jamais. C'est principalement des bactéries. Hein. En revanche, je ne vais pas tout développer, mais si on ne parle que d'animaux, les 3/4 de la biomasse animale sont dans l'océan. Ça, c'est vrai. Surtout grâce aux poissons. Ok ? Vous comprenez bien ce qui se passe. Hein. Bon. Conclusion, puisqu'on est dans une belle ville qui est pile en face de l'océan. Conclusion. L'océan, c'est 1,5% de la biomasse totale. Vous voyez que c'est pas BZF, comme dit ma maman.
c'est 13% seulement de la biodiversité. Et pourquoi, je vais la faire très vite, mais ça me paraît intéressant. Vous voyez, ça aussi, on pourrait, je trouve, l'enseigner à l'école. Pourquoi l'océan est un milieu beaucoup moins divers que la Terre? Tout simplement parce que l'océan a deux caractéristiques qui empêchent la biodiversité de s'étaler. Il est continu, donc connecté, et ça c'est très bien. Et aussi, il est très stable. Et ça empêche le vivant d'aller chercher des solutions ailleurs. Vous allez comprendre, c'est-à-dire que la température des océans, elle est dans un range, elle est dans une fourchette qui va de moins 1,5 degré à 30 degrés, max, les océans les plus chauds versus les plus froids. Alors que sur Terre, la température la plus froide, c'est moins 91 degrés, et la température la plus chaude, c'est plus 60 degrés. Donc vous voyez qu'il y a des animaux qui ont colonisé toutes ces niches, c'est pour ça qu'il y a moins de biodives dans l'océan que sur Terre. Je ne sais pas si vous avez suivi mon raisonnement. Le pH, un mot sur le pH. Le pH, aujourd'hui, les océans du monde sont à 8,1 de pH. Alors pardon, c'est un terme un peu technique, mais vous savez, le pH, pour les enfants qu'il y a parmi nous, en gros, tout ce qui est acide, c'est vers 1, 7, c'est le pH neutre, et 14, c'est les pH très... comment on dit basique, merci. Donc nos océans, ils sont au même pH qu'un blanc d'œuf. Là, ils sont à 8,1. On a perdu 0,1 unité de pH, mais c'est très trompeur parce que le pH, c'est une unité logarithmique, je ne vais pas trop vous embêter, mais en résumé, ce 0,1 qu'on vient de perdre correspond à plus 26% d'acidité dans les océans. Ça, c'est un énorme problème pour tout ce qui contient du calcaire, etc., etc. Donc c'est ça le problème que pose l'acidification. On estime que si rien ne change, ça sera plus 150% d'ici 2100 et le pH sera à 7,8, pour info. Bon voilà, je vais faire vite. Donc en gros, et j'en viens enfin à nos céphalos. Alors tout du long, je vais les appeler les céphalos parce que c'est vrai que c'est un peu long. Donc nos céphalos, ils représentent 10 à 30% de ce qu'on va appeler les poissons, qui n'est pas un terme scientifique. Hein. Poissons et reptiles, ce sont deux termes que les scientifiques n'utilisent jamais. Ça n'a aucune valeur scientifique puisqu'il y a des espèces qui ont des ancêtres différents à l'intérieur. Donc c'est commode, chacun voit à peu près ce que c'est, mais on va tout de suite se mettre d'accord là-dessus. C'est pas un terme scientifique, poisson. Donc c'est pour ça que je dis que les céphalos représentent, je pense, plutôt un tiers des poissons en ce moment. Et en fait, la raison de cette conf ce soir, si je devais en dire qu'une, il y en a beaucoup d'autres, si je devais dire qu'une raison pour laquelle je suis venu partager tout ça avec vous ce soir, c'est que les céphalos, avec les méduses, font partie des très rares espèces animales qui prospèrent à cause de nous, de l'humain. En fait, elles comblent plein, je vais vous expliquer au fur et à mesure, mais elles comblent plein de niches qui sont laissées vacantes à cause de la surpêche, mais aussi à cause du réchauffement climatique, à cause de plein d'autres choses, de l'acidification, etc. Vous allez voir, j'y reviendrai, que en fait, ces espèces sont très plastiques, sont merveilleusement adaptables, je vous en donnerai plein d'exemples. Donc voilà. Ah oui, alors. Je vous ai mis des petits gifs. Maintenant, je fais des confs avec des gifs. J'adore. Donc, allez, je vais vous présenter les principales familles de céphalos, et j'espère que là, vous allez repartir avec 2-3 connaissances que je qualifierais d'utiles, et à nouveau, je vous fais intervenir. Donc là, il y a les principales familles de céphalos. Qui reconnaît ce que vous voyez là? Alors, par exemple, ça, c'est quoi? Bon, ça, c'est un poulpe. Bien joué. Ça, c'est quoi? Nautile, bien joué. Ça, c'est quoi? Personne? Bon, ça, c'est un argonaute. Et c'est un argonaute femelle. Les mâles n'ont pas de coquille chez l'argonaute. Je vous en reparlerai tout à l'heure, on y reviendra. Ça, c'est quoi? Personne? Ça, c'est une sépiole. Ça, poulpe? Non. Alors, celui-là, il est incroyable. Hein. Celui-là qui a les oreilles de Dumbo, en fait, c'est Vampiroteuthis infernalis. Il fait 30 cm et il vit très profond, dans ce qu'on appelle la zone aphotique, là où il n'y a pas de lumière. Et Vampiroteuthis, en fait, c'est le poulpe des abysses. Et je vous redirai un mot sur lui tout à l'heure, c'est pas la peine de trop développer. Et celui-là que, en général, personne connaît. Non? Alors celui-là s'appelle la spirule. Il est tout petit, hein, la spirule. Il fait aussi partie des céphalopodes. Bref.
Donc, on les avait tous dit, donc je passe vite. Ah oui, pour rire, je vous ai mis les chipirons. Parce qu'on m'a demandé de parler des chipirons, donc c'est fait, hein, tu pourras cocher cette case, Hugo. Chipiron AOC ou AOP? J'ai appris hier, et je suis tombé de ma chaise, que les chipirons qu'on mange ici, alors chipiron ça veut dire jeune calmar, apparemment. Donc AOC, appellation d'origine cap-breton ou appellation d'origine patagonienne. J'ai appris que les chipirons qu'on mangeait ici venaient dorénavant de Patagonie, et c'est pas une blague. Il n'y en a presque plus ici, des chipirons. Vous le savez tous, mais moi je ne le savais pas, je suis tombé de ma chaise hier. Bon, ça c'est fait, ça c'est dit, Hugo, tu pourras cocher la case. Alors j'en viens au pédigré, c'est-à-dire comment ça marche tout ça. J'espère que vous allez facilement comprendre. En résumé, alors les fichiers C, c'est les fichiers céphalo. Hein. Alors premièrement, ils font partie d'un embranchement qui s'appelle les mollusques. J'ai envie de dire jusque-là tout va bien, les mollusques c'est tout ce qui est mou, ok. Et je glisse au passage avec mes histoires de biomasse, ça ne me paraît pas inutile de savoir que les mollusques, c'est le deuxième embranchement où il y a le plus d'espèces. Cette fois-ci, je ne parle pas de masse, hein, je parle d'espèces. Après lequel, si vous avez suivi? Non. Non. Non, donc les mollusques, c'est le deuxième où il y a le plus grand nombre d'espèces après les arthropodes. C'est ce que j'appelle les Playmobil, c'est-à-dire les insectes. Rien que les insectes. En tout, il y a 2,5 millions d'espèces sur Terre qui ont été répertoriées. 2,5 millions. Okay. Sur ces 2,5 millions, 1,3 million, ce sont les insectes. Rien que les insectes. Le deuxième, les mollusques, on n'a que 300 000 espèces. Direct, bim. Beaucoup moins. Je vais vous expliquer dans un instant que ce sont les cousins, en gros, des limaces et des coquillages, des bivalves, des huîtres et des moules. Hein. Nos céphalos, c'est les cousins des escargots et des moules, pour faire simple. Donc, ce sont tous des mollusques. Donc, les céphalopodes, ça s'appelle une classe. Vous allez mieux comprendre ça tout de suite. Et ce qui m'a paru fascinant, c'est que tous ces animaux, en fait, je le redirai tout à l'heure, mais sont parmi les premiers animaux qui sont apparus lors d'un phénomène qui s'appelle l'explosion cambrienne, c'était il y a 500 millions d'années, 540 millions d'années. Et ce qui est fou, c'est que toute cette famille provient à la base de vers qui étaient des brouteurs. Donc, il y en a qui sont restés très proches, mais vous voyez bien que les céphalopodes ont beaucoup changé par rapport à leurs ancêtres d'origine. C'est la première remarque. Donc voilà, il y a 80 000 espèces de gastéropodes, donc vous connaissez tous l'escargot. Là, je vous ai mis une limace léopard, on en a en France, hein, des belles limaces comme ça. Je vous ai mis le mouton de mer, qui a un nudibranche, alors qui est pas du tout... Alors, on les surnomme limaces de mer, mais ils sont pas du tout apparentés, hein. Les nudibranches, ça veut dire les branchies les nudibranches. Il est joli le mouton de mer. Et là, c'est l'animal le plus incroyable que j'ai vu de ma vie. C'est le Glaucus atlanticus, c'est le dragon bleu. C'est aussi un nudibranche, mais qui vit le ventre en l'air à la surface. Et qui mange, vous savez, vous en avez ici, qui mange les Portuguese man o' war, les physalis. Vous savez, une espèce de truc gonflé à la surface de l'eau. Truc bizarre. Il mange ça. Là, vous reconnaissez ce bivalve? Alors, 80 000 espèces de gastéros, 20 000 espèces de bivalves, donc c'est tous les coquillages que vous connaissez, hein, les moules, les huîtres, etc. Qui reconnaît ce coquillage? Ah, vous en avez ici? Vous êtes sur le chemin de Compostelle, mais elles ne sont pas, entre guillemets, élevées ici. D'accord. Vous serez peut-être étonné de savoir que les coquilles Saint-Jacques ont des yeux primitifs, et je suis en train de vous les montrer là. Ça, ce sont des yeux de coquilles Saint-Jacques. C'est fou, hein? Bon, là, il y a des moules. Là, les céphalopodes, on va pas arrêter d'en parler, donc je passe vite. Donc, 1000 espèces, hein, entre 800 et 1000 espèces de céphalos. Allez, et pour vous réveiller un peu, la question piège. Vous connaissez tous la patelle, le chapeau chinois. Alors, il va où, celui-là? Allez-y. Qui vote pour les bivalves? Très peu. Qui vote pour les gastéros? Beaucoup. Bon, vous avez raison. La patelle, quand on la regarde en dessous, en gros, elle ressemble à une sorte d'escargot chapeau chinois, d'accord? Donc effectivement, la patelle, elle va dans les gastéros. Bien joué ceux qui ont levé, ils ont un bouquin gratuit, c'est d'accord avec toi, Emma? Un bouquin gratuit pour tous ceux qui ont trouvé la réponse. Alors, je ne l'ai pas dit, mais tous ces animaux proviennent d'ancêtres et ont évolué avec des caractéristiques communes que sont ce qu'on appelle la sole, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le pied des escargots, qui s'est transformé en autre chose chez les gastéropodes, en l'occurrence leur couronne de bras et de tentacules. La sole est devenue ça
chez les céphalos. Tous ces animaux ont ce qu'on appelle un manteau, c'est-à-dire une cavité dans laquelle l'eau passe. Il se passe des choses que je vais raconter. Et cette cavité s'appelle la cavité paléale. Pas obligé de retenir, mais juste pour la nommer. Et tous ces animaux ont ce qu'on appelle une langue râpeuse qui s'appelle une radula, qui veut dire, je crois, le râteau en latin, mais je suis pas sûr. Bon. Donc voilà. Alors vous avez pigé. Maintenant, quand je vais dans les quoi ? Quand je vais dans les céphalos, donc là je recentre la focale sur les céphalos, cette fois-ci on est en plein dans notre sujet, j'arrête les digressions. Donc il y a 3 sous-classes, vous n'êtes pas obligé de retenir ce terme, c'est pas important. En gros, il y a 3 groupes principaux de céphalos, d'accord ? 3 groupes principaux. Il y a les premiers qui sont apparus, qui ressemblaient, alors bien sûr c'était pas les nautiles tels qu'ils sont aujourd'hui, hein, mais en gros il y a tout ce qu'on appelle les nautiloïdes, et les seuls survivants qu'on a aujourd'hui, ce sont les 3 espèces actuelles de nautiles, qui sont un peu les grands-pères de tout ça, avec leurs belles coquilles là. Le deuxième groupe, il n'y en a plus, elles ont toutes disparu, et je pense que vous les connaissez tous, c'est ce qu'on appelle les ammonites. Attention, hein, c'est comme estocade et estacade. J'ai pas dit amanite, ça c'est le champignon, vous savez, comme dans Blanche-Neige, rouge avec les points blancs. Ammonite. Non mais je l'entends dans certaines émissions, y compris scientifiques, ammonite, amanite, on mélange, c'est pas grave. Donc bref, donc les ammonites, il n'y en a plus, hein. Elles ont toutes disparu en même temps que les dinosaures, il y a 66 millions d'années. Ok ? Elles ont été longtemps sur Terre, ça a longtemps été, elles ressemblaient à ça, les ammonites. Ceux qui étaient toutes droites comme ça, c'était plutôt des bélémnites. Bon, bref. Vous voyez qu'elles atteignaient des tailles quand même assez, comment qualifier ça, d'honorables. Plus gros que les chipirons, je pense. Et, bon bref, tous ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui appartiennent à la sous-classe des coléoïdes. Pas obligé de retenir ce nom compliqué, mais c'est juste pour vous dire, voilà, c'est le 3e groupe. Et là, il y a toutes nos stars, là, que je vous avais mis tout à l'heure, dont le Dumbo, ça c'est un poulpe Dumbo qui vit dans les abysses. Il y a tous ceux qu'on a déjà dit. Et donc, tout ce que je vais vous présenter maintenant font partie des coléoïdes. Je vous rassure, on a bientôt fini avec les mots ennuyeux, mais comme ça, vous vous baladerez mieux dans la suite. C'est pour ça que je fais ça. Okay ? Donc moi, ce que je viens de vous raconter, là, par exemple, les mollusques, ils sont là. Question pour un bouquin gratuit. Comment s'appelle notre embranchement à nous ? Pareil, je pense que c'est des trucs que les élèves de CM2 pourraient savoir. C'est pas complètement idiot. Comment s'appelle notre embranchement à nous ? La luzerne ? Non. Personne ? Alors, notre embranchement à nous, je ne vais pas en faire des caisses, mais notre embranchement à nous, personne ne le connaît en général, s'appelle les chordés, on dit les cordés, comme Christophe, les chordés, les cordés, et dans corde, on reconnaît le fait qu'en gros, il y a un embryon de système nerveux. Ok ? Donc nous, on fait partie des cordés, au passage. Ok ? Tout à l'heure, je vous parlais des arthropodes, ce que j'appelle les plémobiles, tous ces animaux articulés comme les insectes, les crabes, les crustacés, les araignées, tout ça. Les araignées ne sont pas des insectes, hein, au passage. Bref, tout ça, ce sont des... Autre embranchement ? Des bestioles, exact. Ce sont des arthropodes, ce que j'appelle les plémobiles. Okay, donc ça, c'est un autre exemple. Vous voyez, l'arthropode, tous ces trucs-là, voilà. Donc là, je viens de vous présenter tout ce qui est céphalo, gastro, machin. Ça s'appelle une classe. Donc ce sont différentes classes du même embranchement, les mollusques, juste pour que vous pigiez un peu. Et là, maintenant, je vais vous parler des différents ordres. C'était juste pour vous situer un peu tout ça. Donc, rassurez-vous, au terme de cette slide, on en a fini avec les choses un peu peut-être compliquées, mais qui me paraissent essentielles pour bien piger qui sont nos céphalos, nos fichiers C. Okay, donc j'ai dit qu'il y avait 800 à 1000 espèces qui se répartissent, c'est très simple, en ceux qui ont en gros 10 appendices, qui s'appellent les décapodiformes. Okay, donc ils ont 10 bras, je vais le dire comme ça, et il y a tous ceux qui n'en ont que 8. Ok ? Bon, vous voyez que c'est simple. Donc, on va commencer par les plus connus. Les plus connus, ce sont tout ce qui ressemble... Alors, les octopodidés, là, tout ce qui est poulpe, ce sont les fameux octopodiformes, les 8 bras, d'accord ? Et en gros, les décapodiformes, pour faire simple, c'est les calmars et les sèches. Et eux, ils ont 2 trucs en plus, qui s'appellent des... Bien joué, des tentacules. Donc maintenant, vous ne ferez plus la confusion entre les bras et les tentacules. Vous voyez qu'il y a une subtile différence entre les deux. Chez les calmars, vous le savez, ils ont 2 tentacules qui sont beaucoup plus longs que les bras. Je vais vous le remontrer tout à l'heure. D'autres distinguos que je trouve intéressants, et j'espère que là vous allez tout de suite comprendre, en fait les décapodiformes, je ne vais pas faire compliqué, mais ils se subdivisent eux-mêmes. En gros, les calmars, pour faire simple, se subdivisent en 2 types de calmars. Il y a
alors c'est des noms compliqués, mais vous allez comprendre. Il y a les myopsides et les eugopsides. En résumé, tous les myopsides, les chipirons, c'est des myopsides. En fait, ils sont côtiers et ils ont une cornée comme nous. C'est-à-dire qu'ils ont un truc protecteur sur l'œil. De manière incroyable, le fameux kraken, le fameux calmar géant, lui, c'est un eugopside. On dit qu'il est pélagique, c'est-à-dire qu'il vit très au large et il vit même dans ce qu'on appelle la zone démersale, c'est-à-dire très proche du fond, enfin très très bas. Et il est pélagique et surtout, il n'a pas de cornée. C'est-à-dire que son œil, il est en contact direct avec l'eau parce qu'il voit mieux comme ça. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais en gros, c'est comme ça qu'on divise les deux grands groupes de calmars. Donc vous voyez, ils sont là. Et on le comprend bien avec les mots anglais, pour ceux qui parlent anglais. Myopside, c'est un œil fermé. Ce sont les calmars à œil fermé. Et eugopside, vous reconnaissez la forme de notre kraken, là. Et open-eyed squid, ça veut dire qu'il a l'œil ouvert. Vous comprenez cette nuance importante? Vous voyez, c'est pas si compliqué de classer le vivant. Donc en gros, ceux qui ont 10 bras, ceux qui en ont 8. Et chez les calmars, il y en a 2 types. Voilà, juste pour que vous ayez une idée, j'ai dit qu'il y avait 800 à 1000 espèces. Il y a 300 espèces de poulpes. Il y a pas loin de 400 espèces de calmars en tout. Et il n'y a que 120 espèces de sèches, pour que vous ayez une idée des effectifs en présence. Voilà. Vous avez une meilleure idée maintenant de la famille. Il y a 2-3 bizarreries sur lesquelles je reviendrai plus tard, dont les sépioles et dont les spirules et les nautiles que j'ai déjà mentionnés. Vous voyez, c'est pas si compliqué. 10 bras, pas 10 bras. Ah oui, dernière micro, vous allez comprendre l'importance de ce que je dis maintenant. Donc tout ce qui ressemble à des pieuvres, là, avec 8 bras, eux aussi ils se divisent en deux, en gros, grands groupes. Il y a ce qu'on appelle les cirates et les incirates. Et là, c'est très simple. Vous le verrez mieux tout à l'heure. Mais les cirates, en fait, alors, les incirates, ce sont ceux comme les poules que vous connaissez, qui ont juste des tentacules. Les incirates, en plus, ils ont des crochets, en plus des tentacules, sur les nageoires. Et c'est le cas du fameux vampire, là, donc, que je vous ai montré tout à l'heure, des abysses. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. En gros, vous voyez, c'est pas les mêmes critères. Là, ça se passe avec les yeux. Et chez les poulpes, ça se passe avec une histoire de crochet. C'est comme ça qu'on les différencie. En gros, et là, vous avez tous une bien meilleure idée de qui sont nos fichiers C. En tout cas, on pourra y revenir si vous voulez, mais voilà, c'est aussi simple que ça. Là, j'ai parlé de tous les céphalopodes et de comment on les classe. Bon, j'enchaîne. Oui, alors vu qu'on est dans ces histoires de subtilité et d'idées fausses, qui en faveur de, vous savez, tout le vivant, la fameuse armoire dont je parlais, qui parlerait plutôt d'arbre du vivant et qui parlerait plutôt de buisson du vivant? Ceux qui sont en faveur de l'arbre, je veux bien que vous levez la main. Ouais, ils n'osent plus lever la main. Non. Donc c'était encore une traîtrise de ma part. Alors, il y a 2 siècles, on parlait d'arbres du vivant, et vous voyez que de manière assez comique, l'homme s'était mis tout en haut en lettres majuscules, s'il vous plaît. Bon voilà, aujourd'hui, j'ai pas le temps là de développer, mais aujourd'hui on parle plutôt de buisson du vivant, et l'humain, il est ici. Notre voisin de droite, c'est le chimpanzé, notre voisin de gauche, c'est l'orang-outan, et donc toutes les espèces qui vivent aujourd'hui sont ici. Elles sont toutes aussi évoluées que nous. Scientifiquement, je parle. C'est pas de la philosophie, là, ce que je dis. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a tous le même ancêtre commun qui s'appelle Lucas, qui est là. Et que voilà, tout ce qui est ici sur le pourtour, là, c'est tout ce qui vit sur Terre. Et c'est pour ça qu'on parle de buisson du vivant. Vous voyez la différence entre un buisson et un arbre. Bon. Donc cette précision est faite. Allez, maintenant, je vais vous raconter les équipements en série de nos céphalopodes. Depuis le début, en fait, je voudrais quand même lui rendre hommage. Je passe des photos de Fabrice Guérin qui me les a données, je sais pas comment dire, qui me les a prêtées. Il y a beaucoup de belles choses dans notre asso Banso Gravure, on est très pauvres. Et quand on a un photographe comme ça qui nous permet d'utiliser ce genre de photos, la plupart des photos sont de Fabrice et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà. J'aurais aimé qu'il soit là. Alors, le premier équipement en série incroyable de nos céphalopodes, ce sont les yeux. Et là, j'espère que vous allez vous émerveiller. Donc là, vous voyez, c'est un beau livre. Vous voyez que les yeux sont pas pareils d'un animal à l'autre. Et ça raconte quelque chose de fascinant. Moi, j'aime bien donner toujours les contextes et des choses comme ça. Là, vous voyez que, je vous dis que chez les animaux, en gros, il y en a un tiers qui sont juste photosensibles. C'est-à-dire qu'ils font la différence entre la lumière et pas de lumière. C'est tout. Il y en a un tiers qui ont des yeux, j'y reviens dans un instant, et il y en a un tiers qui sont aveugles. Là encore, je trouve que c'est des proportions qui ne sont pas inutiles de connaître, vous voyez, pour juste mieux connaître ce qui vit autour de nous, c'est pas compliqué. Donc, ceci étant précisé, là je pense que c'est vraiment un des points les plus importants, les plus fascinants de cette conf, je pense.
je vais vous raconter un tout petit peu, en quelques phrases, l'histoire évolutive de l'œil. Donc vous voyez, l'œil, au tout début, c'était un truc avec des espèces enfin, à l'air libre, si j'ose dire. Puis petit à petit, ça s'est invaginé, c'est-à-dire ça s'est creusé. Puis petit à petit, ça s'est resserré, donc les rayons de lumière entrent différemment. Puis après, il y a une membrane protectrice. Puis après, il y a carrément eu un cristallin. Alors, je vais pas aller trop loin, mais le cristallin, c'est comme la lentille d'un appareil photo, et ça permet, vous savez, d'accommoder et donc de se faire une image plus précise, jusqu'à former un œil camérulaire complexe, enfin un œil comme les nôtres aujourd'hui. En gros, voilà. Donc là, je vous ai fait en 6 dessins, en gros, comment tout ça est apparu. Donc il est évident que le tiers d'animaux là qui sont photosensibles, ça ressemblait plus à ça qu'à ça. Hein. On est d'accord. Dans un œil, il y a 4 types d'infos qui sont recueillies. C'est pas compliqué. Il y a la direction de la lumière, il y a l'intensité de cette lumière, il y a la distinction des couleurs ou pas, et il y a le fait de pouvoir se former une image plus ou moins précise, et il n'y a que 6 parmi les 33 embranchements animaux que je vous parlais tout à l'heure, dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont capables de fabriquer une image. Mais ces 6 embranchements représentent 96% des espèces. Il y a 2 types d'yeux sur Terre. Il y a ce qu'on appelle les yeux composés, qui sont les yeux des insectes, et donc vous savez, les yeux libellules que vous avez peut-être déjà regardé, ils sont formés de plein de petits yeux simples qui s'appellent des omatidis. Vous n'êtes pas obligé de retenir ce mot, mais en gros, c'est des yeux tout simples. Et donc voilà, c'est les yeux des Playmobil, on va dire, que j'aurais pas de dire ce mot depuis tout à l'heure. Et nous, on a ce qu'on appelle des yeux camérulaires, c'est-à-dire des yeux comme ça, avec une caméra. Vous savez qu'une caméra, ça s'appelle comme ça parce que caméra, ça veut dire chambre. Encore un truc d'étymologie. Moi, je suis un fan absolu d'étymologie, c'est pour ça que j'ai fait un bouquin là-dessus. Caméra, c'est pas compliqué. En fait, l'étymologie raconte tout. Caméra, je ne sais pas si vous étiez déjà posé la question, ça veut juste dire chambre. Donc c'est une chambre dans laquelle on recueille de la lumière, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et donc nous, on a un œil camérulaire, et de manière incroyable, les céphalopodes aussi, et de manière incroyable, vous voyez bien qu'on est très différents, et c'est vraiment une évolution convergente. On n'a rien à voir les uns avec les autres, et les 2 grands groupes ont développé cette même œil, qui sont parmi les plus complexes du vivant. Je n'ai pas dit que c'était les meilleurs, et j'en veux pour preuve. Alors, juste avant d'en venir à cette preuve, je vous fais remarquer quelque chose que vous avez peut-être tous remarqué si vous avez ne serait-ce que des chats. C'est l'importance de la forme de la pupille. Vous avez remarqué que les chèvres et les vaches, j'en vois plein qui font oui de la tête, ont une pupille qui est plutôt horizontale, et les félins, et en fait, beaucoup de prédateurs ont une pupille verticale. Montre-moi ta pupille, je te dirai qui tu es, et c'est pas la seule caractéristique en fait. Vous voyez que les prédateurs, en général, ils ont les... Qu'est-ce que j'ai fait? Oula. La plupart des prédateurs, ils ont les yeux sur le devant de la tête. Pensez à un aigle, pensez à un lion. Regardez cette gazelle. En fait, elle a les 2 yeux de chaque côté de la tête. Okay, ce qui lui permet... Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes champs de vision. De quoi ont besoin les proies? Les proies ont besoin de voir tout ce qui pourrait ressembler à un danger dans un rayon le plus vaste possible. C'est pour ça qu'elles ont les yeux de chaque côté de la tête, et c'est pour ça qu'elles ont des pupilles qui sont horizontales pour pouvoir bien voir dans un vaste rayon. Les prédateurs, ils ont besoin de quoi? Ils n'ont pas besoin de bien voir dans un vaste rayon. Par contre, ils ont besoin de très bien voir ce qu'ils veulent voir. Et donc c'est pour ça que, d'ailleurs on en fait partie, bizarrement, mais comme les aigles, comme les lions, on a les 2 yeux sur le devant de la tête, et ça nous permet d'obtenir ce qu'on appelle une vision binoculaire. Ça veut juste dire que c'est une vision qui est ultra précise, qui nous permet de mieux apprécier les distances. Et donc ça, c'est un truc typique des prédateurs qui va leur permettre de bondir ou d'attraper ce qu'ils veulent grâce à cette configuration. Vous voyez? Bon, vous avez compris la différence entre proie et prédateur. Je vous remontre ces belles photos quand même. Voilà, tas de beaux yeux. Et puis, donc du coup, ça donne lieu à des blagues de ce genre. Je ne sais pas si vous comprenez la blague. Mais ça part d'une observation qui est réelle. Puis après, il y en a qui sont amusés à... Vous voyez, bon, bim bam. Ça, qui connaît cet animal? Quel est cet animal? Alors, je vous présente l'animal qui a l'œil le plus... Je vous parlais tout à l'heure de l'humain. L'œil humain n'est pas le plus perfectionné du monde. L'œil qu'on connaît le plus perfectionné du monde, c'est l'œil de cet arthropode Playmobil qui s'appelle la crevette menthe-pan, qui est une des stars de mon bouquin, en passage. Et la crevette menthe-pan, elle a l'œil le plus perfectionné du monde. Elle a 3 pupilles. Là où dans l'œil, vous savez que dans l'œil humain, en gros, ce qui tapisse notre rétine, c'est ce qu'on appelle des bâtonnets et des cônes. Les bâtonnets
distingue les bâtonnets, si je dis pas de bêtises, c'est pour comment ça s'appelle, les contrastes, et l'autre, c'est pour tout ce qui est couleur. Et la crevette mangue-pan, enfin, là où l'homme ne peut distinguer que 3 couleurs, on dit qu'il est trichromatique, pardon, la crevette mangue-pan, elle distingue 12, enfin, elle a 12 photorécepteurs différents, rien que pour ça. Elle voit les ultraviolets, elle voit les lumières polarisées. Enfin, bref, c'est vraiment la championne. Et c'est la prédatrice par excellence. Hein. Vous savez, c'est celle qui décoche des baffes, qui crée une bulle de cavitation dans l'eau qui a la même puissance qu'une balle de fusil. Bon bref, je vous invite à vous rapprocher de la crevette mangue-pan. Il n'y en a pas ici, hein. Elle vit dans les mers tropicales. Il y en a très peu dans les aquariums parce qu'en fait, elles sont capables de briser les vitres des aquariums. Elles sont capables de casser un doigt d'un plongeur qui ne les connaîtrait pas. Et il y a beaucoup de plongeurs qui se sont fait éclater leurs caissons par les crevettes mangue-pan, au passage. Revenons sur ce que je vous ai vendu tout à l'heure. Alors moi, je vous annonce que vous mangerez les poulpes différemment à l'issue de cette conf, je pense, si vous les mangez encore à l'issue de cette conf. Bref, c'est juste pour vous dire que l'œil des céphalos est beaucoup mieux construit que le nôtre. Encore une fois, c'est dans mon bouquin. Pourquoi ? Vous allez tout de suite comprendre. En fait, là, ce sont les fameux photorécepteurs dont je vous parlais. Et vous voyez, ça paraît logique, que la lumière, elle rentre par là et elle vient taper les photorécepteurs. Jusque-là, tout va bien. Figurez-vous que dans l'œil humain, le câblage de ces cellules qui reçoivent la lumière est devant. Donc, vous voyez, quand on dit que la nature est parfaite et que l'humain est au sommet du fameux arbre que je vous ai montré tout à l'heure, on est loin du compte. L'œil humain, un des bugs humains, c'est que le câblage de notre œil... Et vous voyez, il y a un autre désavantage que j'écris ici. C'est que, du coup, ça, là, vous voyez, là, il n'y a pas de cellules photoréceptrices, donc dans notre rétine, on a un point aveugle. Eh bien, les céphalopodes n'ont pas de point aveugle dans leur œil. Autre chose étonnante des céphalopodes, je vous ai dit que les yeux avaient évolué différemment. Ils se ressemblent, mais ils ne sont pas pareils. De manière incroyable, bon là, je ne sais pas le schéma complet, mais vous savez que là, il y a le cristallin. Hein, on ne le voit pas là, mais vous voyez ce que c'est le cristallin? C'est une lentille, c'est comme dans un appareil photo ou dans une loupe. Bon, eh bien, alors on a tous les deux des cristallins, mais de manière incroyable, notre cristallin à nous, il est actionné par des muscles, et c'est pour ça que quand on devient vieux, moi-même à 50 balais, je commence à moins bien voir de près, c'est parce que ces muscles sont fatigués. Tous les presbytes, c'est ce qui nous arrive. Les poulpes, les céphalos, n'ont pas ce problème, parce que leur cristallin, en fait, comme dans un zoom, il n'y a pas de muscles qui les actionnent, le cristallin se déplace. Vous voyez la différence? Donc c'est pas le même fonctionnement, je tenais à vous le dire. Le fameux œil des eugopsides, là, les calmars géants, le kraken, vous êtes tous passionnés de kraken, ben voilà un œil eugopside, donc d'où ma question, tu te rappelles. Ben voilà à quoi ressemble l'œil du calmar géant, voilà à quoi ressemble un œil de sèche qui a une cornée, et voilà à quoi ressemble un œil de poulpe qui a aussi une cornée, au passage. T'as de beaux yeux, tu sais. Ah ben voilà. Alors, j'avais pas tout à fait fini. Donc d'où une vision de dingue, j'espère que je vous ai convaincu. Hein. Et en plus, alors ce qui est fou dans tout ça, c'est qu'on a découvert en 2016 que les céphalos ne percevaient pas les couleurs, ils voient en noir et blanc, étonnamment. Et ce qui est d'autant plus fou, c'est que tous ceux qui ont plongé l'ont vu, ils sont capables de changer instantanément de couleur, et surtout de prendre la même couleur que leur substrat, c'est-à-dire que là où ils sont. Donc comment des animaux qui voient en noir et blanc sont capables de faire ça? Eh bien là pour le coup, je vous passe les détails, mais en fait ces animaux voient avec leur peau, truc de fou. C'est un peu comme la chauve-souris de Thomas Nagel, là, pour ceux qui font un peu de philo. On a du mal à s'imaginer, mais ils compensent en voyant avec leur peau, et ce sont les animaux au monde qui ont la meilleure capacité de camouflage et de changement de couleur, et ça c'est pas du tout un trucage, hein, ce que vous voyez. C'est un vrai truc qui existe. Et là, je vous ai mis, en guise de régalade finale, je vous ai mis la taille, et c'est drôle parce qu'elle est presque à l'échelle. En fait, le plus gros œil du monde est celui du Architeuthis dus, hein, de Dux, hommage à Michel Blanc, qui nous a quitté, Monsieur Dus. Donc lui, c'est Dux Architeuthis dux, qui est le plus gros calmar, on va y revenir dans un instant. Mais en gros, il est à l'échelle. Donc, si vous voulez, l'œil de calmar, c'est le plus gros œil du monde vivant. Il fait la taille d'un ballon de basket. Voilà. D'où le ballon de basket, logiquement. Alors, comment j'actionne? Parce que je voulais quand même vous montrer ça. Ah bah. Alors, je sais qu'est-ce qui se passe. Est-ce
Excusez-moi. Ben, j'arrive pas à actionner mon truc. Est-ce que c'est grave? Bon, c'est dommage. Vous connaissez tous cet extrait, t'as de beaux yeux, tu sais. Bon, donc malheureusement, j'arrive pas à l'actionner. Hommage à Michel Morgan, au passage. Allez, j'enchaîne sur... Vous vous souvenez, on est dans les équipements en série. La grande question en matière de céphalo, c'est très sérieusement, est-ce qu'ils ont un os ou pas? D'où ma blague, il y a un os. Bah toi tu lèves le doigt, vas-y. Ils en ont ou pas? Ok, comment tu t'appelles? Axel. Comment? Axel, bah merci Axel, j'ai adoré ta réponse, il a levé le doigt tout de suite. Ah puis il y a un copain qui pense non plus. Alors, c'est pas si simple Axel. En résumé, quand je parle d'os, je ferais mieux de parler de coquilles. Donc, en fait, certains en ont et certains en ont plus. Comment ça se passe tout ça? Vous allez tout de suite comprendre. En résumé, ce qui se passe chez les céphalos, c'est qu'au départ, ils avaient tous une coquille. Il s'est passé 3 choses simples. C'est que soit ils l'ont conservé, c'est le cas des nautiles. Il est où le nautile? Il est là. Donc les nautiles, ils ont conservé la coquille avec laquelle leurs ancêtres étaient équipés, pas de souci. Soit ils l'ont internalisé. C'est un gros mot, Axel, mais tu vas comprendre tout de suite. Ça veut dire quoi internaliser? Ça veut dire que la sèche, eh ben, sa coquille, elle n'est plus à l'extérieur, elle est à l'intérieur, et ça forme le fameux sépion, qui est l'autre nom de l'œuf de sèche qu'on donnait aux Canaries fut un temps, peut-être encore aujourd'hui. Et les calmars, eux aussi, ils l'ont internalisé, et en plus, c'est plus tout à fait de l'os, c'est assez souple, c'est plus cartilagineux qu'osseux, tout ça, c'est un gradient. Mais bref, donc les calmars, ils ont ce qu'on appelle une plume, les fameux chipirons, ils ont une plume, et donc ils l'ont aussi internalisé. Et nos amis, vous savez, ceux qui ont 8 bras, là, vous vous souvenez? Eh bien, eux, ils l'ont perdu. C'est la 3e possibilité. Ils ont plus de coquilles. Ok? Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est pas plus compliqué. Et là, j'ai fait une blagounette. Axel, il est pour toi cette blagounette. Oh le malin, pourquoi je dis ça? Parce que lui, il fait partie de ceux qui n'ont rien de dur dans son corps. Hein. C'est pour ça que c'est souvent des proies. En fait, ils sont très nombreux dans les océans, mais c'est souvent des proies, hein, les céphalos. Et bien lui, qui est peut-être mon préféré, je ne devrais pas le dire, mais de toute la famille, c'est le poulpe noix de coco. Vous l'avez déjà vu au départ, et vous le reverrez à la fin, parce que c'est mon petit préféré. Et bien lui, il est tellement malin qu'il habite dans des noix de coco coupées en 2, vous voyez? Et il se balade avec, vous allez voir ça tout à l'heure. D'où ma phrase, oh le malin. Et ça, c'est une belle, qu'on s'appelle une coquille de nautile, coupée... dans le sens longitudinal, c'est ça. Bref. Allez, autre distinguo que j'ai déjà fait, donc je vais passer vite, je vous ai expliqué que, stricto sensu, ok, il vaut mieux parler de bras pour ce que vous voyez ici. Hein. Bon, on va pas être trop regardant, mais ça s'appelle des bras, ça s'appelle des bras, ok. Et les tentacules, c'est ça. La grande différence entre les tentacules et les bras, c'est que vous voyez, sur les tentacules, il n'y a pas de ventouse, il y en a qu'au bout là. Et ça, c'est ce qui leur sert à attraper ce qu'ils mangent. Ok? Bon. Et il y en a des sacrés lascars. Hein. Là, dans les profondeurs, là, ce qu'on connaît si mal, je vous présente le calmar araignée. Vous voyez la longueur des trucs, c'est incroyable. Bon, le nautile, il est là. Donc bref, ça pour vous dire que les céphalos, là, toute notre famille, ils ont de 8 à 88 bras. C'est 90, 95, c'est juste pour la blague. La blague Tintin, vous savez, 7 à 77 ans. En résumé, c'est lui qui en a le plus. Ça dépend des individus, bien sûr, mais lui, il en a jusqu'à 90. Et en fait, c'est une invention de la nature extraordinaire. Hein. Les bras ou les tentacules, enfin, en tout cas, les bras, ils sont capables de s'allonger. Réfléchissez pas trop, mais ils sont capables de s'allonger de 70%, tout en se rétrécissant de seulement 25% à volume constant. Donc vous voyez l'espèce d'engin incroyable qu'ils ont pour ça. Et ce qui est extraordinaire chez les céphalos, c'est que, figurez-vous qu'ils ont pas 1, mais 9 cerveaux, et il y a un cerveau par bras. Vous allez comprendre pourquoi et comment. C'est extraordinaire. Alors, non. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'ils avaient aussi des crochets en option, vous vous souvenez, les cirates et les incirates. Hein, les incirates, là, c'est comme le poulpe commun, là, bah, lui, il n'a pas de crochet. Et les cirates, c'est ceux qui en ont. En général, ils vivent très profond. Voilà. Je continue les équipements en série de dingue. Donc, camouflage que je qualifie... Ah oui, oui, ça passe moins vite que... D'accord, ça passe... Ok, camouflage au top.
En gros, vous voyez, ils ont des cellules très spéciales qui s'appellent les chromatophores, d'autres noms compliqués, etc. Mais en gros, là, vous voyez de près comment ça marche. Et donc, c'est comme ça qu'ils arrivent à imiter là où ils sont posés, hein, de manière bluffante. Je ne sais pas si vous voyez le truc quand même. Et ils sont même capables d'imiter la texture. C'est-à-dire qu'ils peuvent passer du lisse à un truc qui ressemble à de la mousse en une fraction de seconde. Là où un caméléon met une demi-heure à changer de couleur au passage. C'est pas du tout le même truc. Et en plus, il y a des malins qui s'enterrent dans le sable, vous voyez. Je vais y revenir. Ah tiens, c'est rigolo, il y a un caractère étonnant qui s'est glissé sur ma pieuvre mimétique. Bon, j'en reparlerai tout à l'heure d'une pieuvre qui est capable d'imiter ses voisins. Vu que j'en parle tout à l'heure, je passe vite. Et je laisse tomber pour l'instant l'histoire de contre-illumination, j'en parlerai aussi. Allez, un joker pour faire plaisir à mon copain Hugo. Le fameux nuage d'encre. Le fameux nuage d'encre, en gros, ça consiste à créer ce qu'on appelle un pseudomorphe, c'est-à-dire une forme qui va distraire le prédateur, qui va le troubler pendant que l'éventuelle victime se carapate. Hein. Et Hugo m'a appris, quand je préparais la conf, qu'il y a un petit cachalot qui s'appelle le cachalot nain, et vous en avez ici dans le gouffre, que le cachalot nain, qui est très bizarre, et qui mange beaucoup de céphalopodes, comme tous les dauphins, tous les cachalots qu'il y a dans le coin, et lui, c'est le seul cétacé parmi 90 espèces qui imite d'une certaine manière les céphalots. Il est capable d'éjecter, pareil, un nuage de quelque chose, mais ce quelque chose, c'est du caca, Axel. C'est du caca, mais ça a la même fonction. Ça a aussi un pseudomorphe, et ça sert aussi à distraire ces éventuels... ceux qui l'embêtent. Vous voyez? Donc voilà, il y en a ici, hein, des cachalots nains. Bon, autre joker, si j'ose dire, et là vous voyez très bien comment ça fonctionne, le siphon. Donc vous voyez, l'eau rentre par là, elle ressort par là. Et ça lui permet déjà de respirer, parce que cet eau, en temps normal, quand il n'est pas en train de jouer à l'avion à réaction, cette eau, il en extrait l'oxygène, et c'est comme ça qu'il le pompe, hein, l'oxygène qui est dans l'eau. Donc première fonction, respirer. Deuxième fonction, avion à réaction, je viens de le dire, il se propulse. Vous avez tous vu des vidéos de poulpes qui se déplacent en arrière, donc. Quatrième fonction, je viens d'en parler, le jet d'encre. Et troisième, en gros, c'est un peu la voirie. C'est pour éjecter les déchets. Transition. Bim. Allez, quelques records. À votre avis, quelle est la longueur du plus petit céphalopode du monde? Plus ou moins de 10 cm? Moins, c'est bien, vous êtes fort. Donc effectivement, le plus petit du monde, il s'appelle le calmar pygmée, et il fait moins de 2 cm. Le plus grand, c'est un peu une des stars du jour, hein, c'est lui ou lui, donc c'est les deux plus grandes espèces de calmar, le calmar géant ou le calmar colossal. Et cette infographie de Science et Avenir, je pense, exagère un peu, enfin ils disent 900 kg, mais ça doit être un vieux record, pas très certain. Moi j'ai sobrement 15 mètres pour 500 kg, c'est le plus lourd et le plus long invertébré du monde. Donc tout à l'heure j'ai dit qu'ils avaient 9 cerveaux, ils ont 3 cœurs, les céphalos. Alors c'est pas la peine de lire ces petites lignes qui en plus sont en anglais, mais c'est juste pour vous montrer que les poulpes, ils ont 3 cœurs, donc ils en ont un principal qui distribue le sang dans tout le corps, et ils ont 2 cœurs dits branchiaux qui optimisent le fonctionnement des branchies. Parce que, comme les insectes, comme beaucoup d'espèces, les céphalots ont le sang bleu. Pourquoi ils ont le sang bleu? Nous, vous savez, on a le sang rouge parce qu'on a ce pigment respiratoire qui s'appelle l'hémoglobine, qui fonctionne avec du fer. Et donc, notre pigment respiratoire, comme la rouille, il est rouge. Le sang bleu des insectes et des poulpes vient du fait que ce pigment respiratoire n'est pas tout à fait le même. Ils n'utilisent pas du fer, mais du cuivre. Et donc, c'est pour ça que les poulpes ont le sang bleu. Je tenais aussi à vous dire que l'hémocyanine, ce dont je viens de vous parler, là, ce pigment respiratoire, l'hémocyanine, elle est moins efficace que l'hémoglobine dans une eau normalement oxygénée. Mais dès qu'on arrive en profondeur, l'hémocyanine devient plus efficace que l'hémoglobine. Okay. Mais d'où l'importance d'avoir des extracteurs, si j'ose dire, branchiaux, pour accélérer le fonctionnement des branchies. C'était juste pour ça que je vous expliquais qu'ils avaient 3 cœurs.
Bon, je vous ai déjà dit que les céphalos font partie, je suis toujours dans les records, hein. Les céphalos font partie des tout premiers animaux qui sont apparus sur Terre. C'est quand même, je trouve, assez impressionnant. Et on a reculé le moment de leur apparition. Il y a une étude en 2021 qui montre qu'ils ne sont pas apparus en moins 490 millions d'années, mais après 522 millions d'années. Pour vous, c'est du détail, mais c'est quand même énorme comme saut dans le temps. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vu qu'ils ont des corps mous, il y a très peu de fossiles sur ces mollusques, sur ces céphalopodes. Okay, on retrouve les coquilles, hein, comme dans les ammonites, mais c'est difficile de bosser sur eux. Ouais. Tu me le diras après. Voilà. J'accélère un peu, je suis déjà un peu en retard. Ce que je voulais vous dire, c'est que ces incroyables premiers animaux ont été parmi les premiers qui ont conquis la colonne d'eau, la verticalité, grâce à leur coquille et à la flottabilité que ça leur apporte. En fait, les nautiles et les argonautes, ils n'ont pas une coquille pour rien. En fait, cette coquille est remplie de poches de gaz et ça leur permet, comme un plongeur, d'ajuster leur flottabilité. Et ça leur a permis de conquérir d'autres niches. Et c'est comme ça que ce groupe d'animaux s'est taillé son succès, y compris, et en plus, qui est devenu... Enfin, plus ils affinaient de nouvelles techniques, plus ils ont par exemple développé des yeux, des techniques de chasse, des techniques de camouflage. Et ces petits vers brouteurs du départ sont devenus ces machines de guerre que je suis en train de vous présenter maintenant. Je trouve ça dingue quand même. C'est vraiment une success story évolutive incroyable, les animaux dont on parle et qu'on mange. Donc voilà, tout ça pour dire que ces animaux sont extrêmement créatifs. Une de leurs étranges caractéristiques, c'est qu'ils vivent très peu de temps. En moyenne, les céphalopodes ne vivent que 2 ans. On va y revenir tout à l'heure. Vous verrez l'importance que ça a. Mais ça a un avantage. C'est-à-dire qu'en vivant si peu de temps, ils se reproduisent beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de mutations. Et donc, ils sont beaucoup plus capables de s'adapter à des aléas et à des choses nouvelles, à des événements nouveaux. Leur succès s'explique aussi par la brièveté de leur vie. Vous voyez, c'est un étrange paradoxe. Allez, je continue sur les records. Celui-là est très émouvant et j'en profite pour rendre hommage à Jean-Claude Amezen. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Claude, c'est un de mes confrères de Radio France qui faisait une émission sublime qui s'appelle Sur les épaules de Darwin. J'en vois qui font oui de la tête. Mon émission de chevet, hein, c'est mon mentor, sans doute le vôtre aussi. Et il a raconté cette histoire, Jean-Claude, de Graneledone boreo pacifica, qui est une petite pieuvre abyssale qui vit, Hugo, elle est pour toi celle-là aussi, qui vit dans le cousin du gouffre au large de Monterey, en Californie. C'est là qu'on l'a trouvée et on a découvert qu'elle couvait ses œufs pendant 4 ans et demi. Alors je viens de vous dire juste avant que la moyenne de vie en moyenne c'est 2 ans. Celle-là, elle va jusqu'à 4 ans et demi. On l'a établi qu'elle a couvé ses œufs pendant 4 ans et demi de manière absolument incroyable. Et c'est une stratégie qui est payante parce que c'est une des petites pieuvres les plus courantes dans ces milieux-là. Voilà. Reproduction, je passe vite, donc ils font beaucoup d'œufs, hein, les poulpes, et leur grande particularité, c'est que à chaque fois qu'une femelle pond, elle fait certes beaucoup d'œufs, mais elle meurt juste après. Et le mâle, c'est encore pire, il meurt après la fécondation. Donc c'est la femelle qui se charge de la couvaison. C'est comme ça que ça se passe chez les céphalopodes. Le cas de l'argonaute est très spécial. Je m'arrête un peu sur lui, vous allez voir. Ça, c'est la femelle, je vous ai dit, qui a sa fameuse petite coquille. Le nom de l'argonaute en anglais, il est très beau. C'est le Paper Nautilus, le nautile de papier. Il a une dentelle en forme de coquille qu'elle sécrète elle-même, vu qu'il n'y a que la femelle qui fait ça. La femelle, elle est 10 fois plus grosse que le mâle, qui est là, qui ressemble à ça. Il ressemble à rien. Et ce petit vicieux, pour compenser sa petite taille, possède, Axel, figure-toi, un pénis baladeur. C'est-à-dire qui s'appelle l'ectocotyle, au passage. Et pour que vous compreniez mieux, je reviendrai sur les 2 Jeannes un instant. En gros, Marion Montaigne l'a très bien raconté. Alors ça se passe pas exactement comme ça, mais en résumé, en fait, les poulpes ont leur pénis sur un bout du tentacule. Ils introduisent le tentacule dans la fameuse cavité paléale de madame. Et là, il y a le bout de tentacule qui se détache et qui va aller féconder les futurs œufs. C'est comme ça que ça se passe. Alors, il n'y a que l'argonaute qui fait ça, hein, qui a un pénis détachable. En gros, ça se passe comme ça. Alors, je reviens sur ce que je disais, je voudrais rendre mon hommage, et là, pour le coup, c'est, je pense, une partie émouvante de ce que je suis en train de vous raconter ce soir. Il y a une très grande femme, vous connaissez tous Cousteau, vous connaissez peut-être Laurent Balesta, enfin plein de stars, plus ou moins, du monde de l'océan, de la plongée. Moi, ce soir, je voudrais rendre hommage très spécial à Jeanne Villepreux, qui est la maman de tous les aquariophiles et même de
c'est la première océanographe peut-être du monde. C'est elle qui a trouvé, qui a découvert que non, le nautile, comme le Bernard l'Ermite, ne récupérait pas une coquille de quelque chose d'autre, mais la fabriquait elle-même, et qu'il n'y avait que la femelle qui en possédait une, et que les mâles ressemblaient à ça. C'est Jeanne Villepreux qui, il y a longtemps, j'ai du mal à calculer, mais un siècle et demi, a établi ça. Et j'en profite pour rendre un autre hommage à une autre femme, qui s'appelle aussi Jeanne Barret. Jeanne Barret, elle s'est déguisée en homme pour pouvoir suivre son amoureux, son mari, qui s'appelait Commerson, Philibert Commerson, lors d'une expédition célèbre, qui est celle de la Boudeuse, qui était dirigée par Bougainville, qui a laissé son nom à ces fameuses plantes, etc. Et bref, et Jeanne Barret, ça a été sans doute la plus grande océanographe de tous les temps, à une époque où les femmes n'avaient pas le droit de s'embarquer sur les bateaux et avaient encore moins le droit d'étudier l'océanographie. Je voudrais rendre cet hommage, et je pense que vous pouvez applaudir avant l'heure. Merci pour elle. La coquille des argonautes s'appelle la nacelle, et pour les passionnés comme Axel de mythologie grecque, argonaute, vous savez, c'est cette histoire de la mythologie qui raconte Jason qui cherchait la toison d'or à bord d'un bateau qui s'appelait l'Argo, et chacun des marins de ce bateau s'appelait un argonaute. Ce céphalo s'appelle comme ça parce que, en fait, il a une nacelle qu'il sécrète, qu'il tient avec 2 tentacules spéciaux, et on dirait en gros qu'il rame, quelque part ça évoque un marin qui dirige son bateau, c'est pour ça que l'argonaute s'appelle comme ça. Dernier mot, il y avait une femme dans l'expédition de la mythologie grecque des argonautes. Est-ce que vous connaissez son nom, Hugo? Cette seule femme, qui était une femme guerrière qui a toujours refusé de se marier, s'appelait Atalante, au passage. Bon, tout ça c'est vu. Paradoxe évolutif, je l'ai déjà raconté, hein, ils vivent très peu de temps. Où en serait-on aujourd'hui si les céphalos que je vous présente ce soir étaient capables, en plus de tout ce qu'ils font, de vivre plus longtemps et d'enseigner des choses à leurs descendants? Il y a beaucoup de scientifiques qui pensent que, c'est pour ça qu'on parle de paradoxe évolutif, s'ils en étaient capables, ce serait sans doute eux, l'espèce dominante sur Terre aujourd'hui. C'est pas moi qui le dis, ce sont des bien plus grands scientifiques que moi, d'ailleurs je ne suis même pas scientifique. Population en expansion, je l'ai déjà dit, je passe vite, en fait, ils se sont adaptés à tout, je l'ai déjà dit, donc, alors sauf malheureusement chez vous, là, dans le golfe de Gascogne, les populations dans le monde de céphalos sont en large expansion. Ok? Un Tchèque, Axel, t'as vu, ils sont même des Tchèques. Allez, les espèces les plus incroyables, j'essaye d'accélérer. Vampires des abysses, j'en ai déjà parlé. Donc vous voyez, les sirates, c'est ça, là. Comprenez mieux pourquoi on dit sirate. Alors lui, il est incroyable. Hein. Il est tout petit, 30 cm. C'est le seul de son ordre. Tous les autres, c'est des fossiles, ils ont tous disparu. Il vit dans la zone aphotique, je vous l'ai déjà dit. Il est clignotant bioluminescent. C'est-à-dire qu'il émet de la lumière. En gros, les 2/3 des espèces des abysses émettent de la lumière, la voient, s'en servent. Donc c'est pas un truc anodin, enfin c'est pas un truc rare. Et celui-là, il est capable de créer ce qu'on appelle de la contre-illumination. C'est-à-dire que vu que c'est plus clair vers la surface, en gros il arrive à dérouter les prédateurs grâce à des clignotants, à toutes sortes de ruses basées sur la lumière. Il a, vous voyez ici, 2 très longs filaments qui sont un peu tactiles comme les moustaches d'un chat qui s'appelle des vibrisses, vous savez, qui est capable d'entrevoir son environnement dans le noir le plus total grâce à ces moustaches un peu tactiles. Et bien lui, il a 2 énormes filaments là, qui est une spécificité, il n'y a que lui qui a ça. Il a 2-3 trucs comme ça, très rares. Et en plus, sa dernière particularité incroyable, c'est que quand on l'embête, il replie ses tentacules sur lui, et en gros, il ressemble à un ananas. C'est bête, je ne vous l'ai pas mis, mais je crois qu'il n'existe pas de photo, Axel, malheureusement, de lui qui fait ça. D'où la tactique de l'ananas, ça s'appelle comme ça. J'enchaîne, voici peut-être la plus jolie sèche du monde, elle est grande comme ça. Elle s'appelle la sèche flamboyante. Elle ressemble vraiment à ça, c'est pas une blague. Et vous voyez, c'est fou, elle marche. Regardez. Vous voyez, elle marche. Elle nage très mal, elle a tendance à couler, donc c'est pour ça qu'elle marche. Vous voyez, quand on n'a pas un truc dans le vivant, on en développe un autre, au passage. Elle est toxique, et elle vit dans les océans chauds, dans les coins en gros, dans le Pacifique Sud. Calmar volant, je ne sais pas si vous étiez au courant, il y a des calmars qui volent. Voilà à quoi ça ressemble.
Alors eux, à réaction, hein, donc ils décollent, bim bam. En gros, en l'air, ils font tout pour avoir une belle portance, donc ça ressemble à ça. Ça, c'est un timbre russe qui leur rend hommage. Ils ne sont pas du tout rares, hein. Ils font partie des calmars les plus pêchés et les plus mangés du monde, au Japon, en Corée, etc., etc. On les pêche, messieurs, dames. Comment expliquer ça à Axel? Avec un outil qui s'appelle la turlute. Voilà ce qu'est une turlute. Ok? Voilà comment on attrape, etc., etc. Alors, c'est là que je vous disais mon préféré, là. Moi, je trouve que c'est le plus beau. Vous voyez, il a des ventouses luminescentes. Et lui, c'est le poulpe noix de coco. Je vous avais promis, ben, c'est là que vous l'avez. Il est capable de se mettre dans sa noix de coco et de se barrer avec. Regardez le truc. C'est quand même dingue comme histoire. Bon, Amphioktopus marginatus. Oui, au passage, et là je redeviens sérieux, tous ceux qui pensent que les invertébrés, qui a un nom horrible quand on y pense, définir quelque chose qui vit autour de nous par un manque. Encore un truc que je raconte dans le bouquin. Qui a eu cette idée saugrenue? C'est Jean-Baptiste de Lamarck, celui qui a tant inspiré Darwin, qui pensait que les coups des girafes s'allongeaient pour aller brouter les acacias. Lamarck, le lamarckisme, c'est la théorie qui précédait qui a affiné celle de Darwin, mais qui était encore fausse. C'est lui qui a parlé des Lamarck. Il a dit qu'il y avait les vertébrés comme nous, puis toutes ces bestioles-là qui servent à rien, les invertébrés. On peut s'interroger sur de telles appellations, je pense. Allez, le poulpe à anneau bleu. Alors, bon, Axel, il connaît pas. Mais peut-être parmi vous, il y en a qui ont vu ce vieux James Bond qui s'appelle Octopussy. J'en vois plein qui font oui de la tête. Octopussy, bah c'est lui. C'est le poulpe à anneau bleu. Il est extrêmement venimeux. Il est mortel pour l'homme. Hein. C'est pas une blague. Alors lui, il fait 10 cm. Hein. C'est pas, comment dire. Et voilà. Et en plus, il annonce la couleur, si j'ose dire. C'est-à-dire que ces anneaux bleus, là, très visibles, annoncent la couleur quand même. Hein. Ils disent, surtout, ne m'embêtez pas. Cette tactique du vivant s'appelle l'aposématisme. Comme la coccinelle. La coccinelle, vous la connaissez. Pourquoi elle est si rouge? Bah, elle aussi, elle annonce la couleur. Il vaut mieux pas m'embêter. Pieuvre mimétique, c'est sans doute la plus extraordinaire. Celle-ci, qui ressemble à... Où est-ce qu'on la voit bien? On la voit pas bien. Bah, en gros, voilà. Elle est capable d'imiter 15 espèces différentes de poissons qui sont très différentes. Elle est capable de se déguiser en sole. Elle est capable de se déguiser en poisson-lion, en rascasse volante. Elle est capable de se déguiser en serpent de mer. Elle est capable de se déguiser en je sais pas quoi. Elle est capable de se déguiser en crevette-menthe, j'en ai déjà parlé. Elle est capable de faire l'étoile de mer, messieurs, dames. Comme... Bon, bref. Bon, voilà. Découverte récemment, hein, en 98, au large de Sulawesi. On la confond souvent avec une autre, alors qui elle aussi imite d'autres, comment ça s'appelle, espèces. Elle s'appelle le Wanderpus en anglais. Elle a un drôle de nom scientifique. Wanderpus photogenicus. J'ai besoin de vous expliquer. En gros, elle est photogénique. C'est une star des aquariums. Elle ressemble à ça. Pieuvre géante du Pacifique, c'est la plus grande. Hein, la plus grande mesurait 9 mètres de long. Elle pesait quasiment 200 kilos. Totalement inoffensive, magnifique. Elle vit dans les eaux froides du Pacifique Nord. Et vous voyez, c'est rigolo, elle est capable d'attraper des requins. C'est quand même quelque chose, je trouve. Elle peut soulever 1 tonne dans l'eau. Et voilà, elle a plein de caractéristiques intéressantes. Alors maintenant, on va aller très profond. Alors ça, c'est le poulpe thermal, qu'on a pareil, on l'a découvert il y a 20 ans. À pas confondre avec Casper, qui a été découvert en 2016, qui ressemble à ça, et qui doit nous alerter sur un phénomène. Et c'est dommage, je ne sais pas si Hugo, si Nico est arrivé, parce que ça rejoint ce qu'il me racontait hier soir, sur en gros le deep sea mining, c'est-à-dire que là, pour changer de téléphone tous les ans, l'humain va avoir besoin d'aller ramasser des nodules polymétalliques au fond des océans. Ça s'appelle le deep sea mining, le fait d'exploiter les fonds sous-marins. Sauf que le problème, c'est que ces fonds-là sont extraordinairement importants. Pour stocker le carbone, il y a toute une vie. Et moi, un de mes combats, hein, j'en ai beaucoup, c'est de parler de ça dans mes émissions, etc. Moi, en gros, juste pour qu'on soit bien clair, ma vie, c'est pas de raconter que les papillons et les petites fleurs. C'est aussi, en émerveillant avec toutes ces choses, de nous faire prendre conscience qu'il va falloir se bouger un peu le fion pour sauvegarder ce qui reste du vivant autour de nous. Excuse my French. Alors, ça fera plaisir à Hugo encore. Tu vois, on en parlait de ce bouquin hier. Quelqu'un qui est sans doute déjà venu ici, Michel Segonzac et Ángel Guerra. Cette espèce-là a été décrite par Ángel Guerra, l'auteur de ce bouquin que j'ai reçu 3 jours, qui vient de sortir, hein, pour ceux qui se passionnent pour ces sujets. Et il y a le kraken en couverture. Donc voilà, poulpe thermal. Alors celui-là, de manière assez logique, il s'appelle le poulpe Dumbo, Grimpotetis. Alors lui, c'est un de ceux qui vit le plus profond. Et vous voyez, comme beaucoup de cirates,
il a développé des espèces de... Enfin, je ne fais pas un dessin, je pense que le gif est très clair. Donc lui, il se déplace comme ça, vous voyez, le poulpe Dumbo. Ça c'est cadeau, c'en est une qui marche. C'est quand même rigolo. Allez, je finis par les aspects culturels. Elle est où, Delphine? Tu m'accordes encore 10 minutes ou pas? Oui, je te donne. Bon, après on prend les questions, tout ça, on s'amuse, on discute. Allez, je finis par la culture. J'en ai parlé au début, je voudrais vous dire un mot sur Victor Hugo. Alors, c'est pas que pour parler de mon bouquin, mais ce sont mes sources, et c'est toute ma vie. Donc je fais le lien là, je pense qu'il y a lieu de le faire. Pour le coup, c'est une grosse entrée de mon bouquin. Ça tombait bien pour cette conf. Donc Victor Hugo, je ne sais pas si vous êtes au courant, Victor Hugo, en plus de tout ce qu'on aime déjà chez lui, il a réalisé une prouesse unique au monde, en tout cas unique dans la langue française. C'est-à-dire qu'en un seul roman, en 1866, ce beau roman qui s'appelle Les Travailleurs de la mer, dans lequel le personnage principal s'appelle Gilliatt, eh bien dans les Travailleurs de la mer, il y a une scène qui a ému, interpellé, marqué tout le monde à l'époque. C'est le combat épique qu'il y a entre ce personnage et une pieuvre géante. Eh bien, sachez que le mot pieuvre a été recyclé plutôt par Victor Hugo, qu'il a piqué au patois de l'île de Guernesey où il a vécu en exil pendant 15 ans. Il a repris ce mot qui sonnait pas assez bien à son goût, c'est lui qui en a fait pieuvre. Au départ, c'était pèvre. Lui, il en a fait la pieuvre. Il a inventé ce mot. Il y a des pages magnifiques dans Les Travailleurs de la mer, j'avais prévu, Hugo, de te les faire lire. Mais tu vois, vu qu'on est en retard, on le fera pas, puis en plus j'ai oublié d'amener le bouquin. Bref. Donc juste pour vous dire que Victor Hugo, il a inventé le mot pieuvre, et vous le savez tous, c'est quand même incroyable. C'est un des rares cas où un écrivain invente un mot qui supplante le mot qui le précédait. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait que poulpe, qui, au passage, vient du grec polypous, plusieurs pieds. Poulpe vient de là. L'étymologie raconte tout, je vous l'ai déjà dit. Et je dis que c'est mieux que renard. Pourquoi? Parce que les seuls qui ont réalisé cette prouesse unique dans la langue française, ce sont les auteurs qui sont plusieurs, d'un roman qui s'appelle Le Roman de Renard, qui a été écrit par mes ancêtres flamands au XIIe siècle. Le Roman de Renard, eh bien je ne sais pas si vous êtes au courant, mais renard c'est un prénom qui a remplacé le seul mot qui désignait le renard à l'époque, qui était le goupil, qui aujourd'hui est devenu un vieux mot désuet qu'on ne connaît plus trop. Je suis sûr qu'Axel, il a pas, tu ne sais pas ce que c'est un goupil, n'est-ce pas? Bon, eh bien tu vois, renard, tu seras peut-être surpris de savoir que c'est un prénom quand même à la base. Et ça, c'était il y a 8 siècles. Eh bien, Victor Hugo, il a balayé tout ça en un seul roman, 1866, bim bam. Le mec sur la pieuvre quand même. Voilà. Alors, on a bientôt fini. Les céphalos sont partout. Hein. Alors, les céphalos sont partout. Ils sont dans Octopussy. Ils sont dans Octopussy, je l'ai déjà dit. Ils sont dans 20 milieux sous les mers, le film de 54 avec Kirk Douglas, réalisé par Richard Fleischer. Enfin bref, vous savez, avec cette pieuvre géante qui attaque le fameux Nautilus. J'en vois plein qui font oui de la tête. Donc le film, c'était en 54 et le bouquin, il est sorti en 1869-70, Jules Verne. Tous les fans de foot se souviennent peut-être de Paul Le Poulpe, surnommé l'oracle d'Oberhausen, qui a réussi à prédire les résultats. Alors c'est de la blague, hein. Enfin, c'est du hasard. Mais il a réussi à prédire, malgré tout, 12 résultats de match sur 14 pendant la Coupe du Monde 2010. Donc lui, il s'appelle Paul Le Poulpe. Alors, je suis sûr qu'il y a des cinéphiles parmi vous. Vous connaissez ce personnage? Oui? Axel, tu te souviens? Comment il s'appelle? Bon, bah, je te l'ai écrit, tu vois, je suis sympa. Donc lui, il s'appelle Davy Jones. Donc c'est un des personnages du 4e opus du Pirates des Caraïbes qui est sorti en 2011. Et pour ceux qui, toujours pareil, quand on va se balader un peu dans les langues, moi j'adore les langues aussi, ça fait partie de mon amour pour l'étymologie. Eh bien, il y a une expression en anglais qui est assez rare, mais que les Anglais connaissent bien, qui dit « to be sent to the Davy Jones locker ». Ça veut dire être envoyé dans la piole de Davy Jones. Et en fait, ça veut dire, ce mot désigne tous les marins qui meurent au fond de l'océan. C'est une belle expression, vous voyez. Ils ont des belles expressions aussi, nos amis anglais. Donc voilà, donc Davy Jones, c'est ce personnage de Pirates des Caraïbes. Vous voyez son collègue, là, lui, il est déguisé en requin-marteau. Il y a, pour tous les amateurs de polar, vous connaissez Le Poulpe, alias Gabriel le Couvreur, avec des titres merveilleux, hein. Parkinson le Glas, quand même.
Pas mal, j'ai trouvé. Il y avait un vieux dessin animé là, de l'époque, Capitaine Caverne et compagnie, qui s'appelait Squiggly Diddly. Je me souviens plus du nom en français, pardonnez-moi. Vous savez, les trucs Anna Barbera, j'en vois qui font oui de la tête. Ça, c'est une des plus belles affiches que je connais, Hugo. Je ne sais pas si vous connaissez Genève, il y a un endroit sublime, je vous conseille d'aller, qui s'appelle le Bain des Paquis, où on peut se baigner, qui est très très beau. Et à une époque où ce lieu devait être détruit, ils ont créé cette affiche, que je trouve incroyable, que j'ai toujours pas réussi à me procurer. Mais ça viendra un jour. Il y a un bouquin célèbre là, qui est sorti, qui s'appelle La stratégie du poulpe, d'Emmanuel Joseph Dailly. Je faisais une conf avec elle la semaine dernière. Voilà, il y a aussi ce personnage de Bob l'éponge, peut-être que Axel connaît. Tu connais Bob l'éponge? Tu connais lui alors du coup? Je crois que c'est Carlo, il s'appelle Carlo. C'est le poulpe dans Bob l'éponge. Bon. Axel commence à roupiller, il faut que j'accélère. Allez, 2 documentaires sublimes que j'espère vous avez vus, et si c'est pas le cas, je vous conseille de vous ruer dessus. Je pense sérieusement, j'essaie d'éviter les exagérations. Pour moi, ce sont les 2 plus beaux documentaires que j'ai vus de ma vie. Et ces documentaires s'intitulent My Octopus Teacher, donc en français, La sagesse du poulpe. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il a quand même eu l'Oscar du meilleur documentaire en 2020. C'est un film Netflix. En gros, ça raconte un plongeur apnéiste qui va saluer un petit poulpe tous les jours pendant 2 ans. Et c'est une histoire qui est incroyablement émouvante, je trouve. Et puis il y en a un autre qui s'appelle Une pieuvre dans mon salon, de la fameuse BBC. Et là, ça raconte, c'est un biologiste qui a installé un énorme aquarium chez lui avec un poulpe commun dedans. Et il est pareil, c'est très émouvant. Enfin, à l'image de ce geste qui me rappelle un peu E.T., vous savez, le film Spielberg. Alors, pardon de finir par ça, mais les céphalos dont on vient de parler, c'est aussi ça. Hein. Aujourd'hui, on mange 380 000 tonnes de céphalopodes dans le monde, et c'est pas une mauvaise chose. J'ose le dire, vu qu'il y en a de plus en plus dans les océans, enfin les pêcheries sont pas que cruelles et idiots, ils l'ont compris, donc il y a de plus en plus de pêche aux céphalopodes, hein, d'autres nations, d'autres pays, d'autres zones du monde l'ont compris. Je pense au Japon, je pense à la Corée, etc. La France est en train de s'y mettre. Bon, ici, on a vu qu'on avait un petit problème, mais c'est pas la tendance générale, hein, il y en a de plus en plus. Donc c'est x10 depuis 1950 la conso. Alors c'est surtout les calmars, hein. Faut pas, enfin, mais il y a aussi des poulpes, à tel point qu'aux Canaries, en 2023, il y a un projet, je ne sais pas trop où il en est. Si on a qui ont des news, ben merci de me les donner quand ça sera fini, là, dans 5 minutes. Aux Canaries, en 2023, il y a cette pêcherie qui prévoit d'installer des enclos pour produire 3000 tonnes de poulpes chaque année. Donc ça fait 1 million d'animaux par an. 1 million d'animaux par an. Ils vont vivre à 15 poulpes dans 1 mètre cube d'eau. Et ils vont être abattus par congélation. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces animaux dont je viens de vous parler sont les seuls invertébrés du monde qui bénéficient d'une réglementation qui a été instituée à l'échelle de l'Union européenne en 2010 et au Royaume-Uni en 1993. Ce sont les seuls invertébrés du monde qui bénéficient d'une protection concernant leur utilisation en laboratoire. Vous voyez ici qu'il y a un énorme biais qui est tellement humain. C'est-à-dire que ces animaux qui nous ressemblent si peu nous ont quand même émus par leur intelligence dont vous avez sans doute entendu parler. Et l'humain leur prend beaucoup de choses d'un côté, hein, beaucoup plus pêché, nanani, canari, etc. Mais d'un autre côté, leur accorde un statut qui n'existe pas pour les autres fameux invertébrés. Juste pour vous faire un peu méditer, c'est la petite partie un peu philosophique. Ah oui, donc là, ne m'en voulez pas, ça c'est la fête du Chipiron à Cabreton, qui, si je dis pas de bêtises, a lieu en septembre, c'est ça? Donc voilà, j'ai prévu de venir un jour faire d'autres choses avec ce fameux Nicolas. Là, j'ai très envie d'aller plonger dans ce gouffre. J'indique mes sources. C'est bien de le faire, je trouve aussi. Je fais vite. Donc, vous savez, les 4 podcasts que je vous ai dit au début, c'est ceux-là. Donc ça, c'est un peu le navire amiral, Baleine sous gravillon, où on raconte un peu toutes les bases du vivant. Combat, c'est son frère jumeau. Là, j'invite les gens qui mouillent la chemise pour défendre ce qui reste de vivant. Des gens comme Cyril Dion, des gens comme Jean-Louis Etienne, enfin, je sais pas qui vous dire, mais voilà, des gens un peu connus ou moins connus, ou les histoires de deep sea mining, les histoires de chasse à courre, etc. C'est dans Combat.
Nomen, c'est celui dans lequel, nomen non en latin, c'est celui dans lequel je raconte les origines du vivant. Donc c'est un peu le podcast qui a inspiré ce bouquin finalement, d'une certaine manière. Et j'en fais un qui s'appelle Petit Poisson deviendra podcast, où je raconte tout ce qui vit dans l'eau parce que je suis ancien prof de plongée. La vie vient des océans. La survie viendra de l'océan. On n'a pas encore exploité tout le potentiel des algues et de 1000 autres choses. Donc je pense que la vie vient de l'océan et la survie, j'espère et je pense, viendra aussi des océans. C'est pour ça qu'il faut en prendre soin, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mes autres sources, ceux qui écoutent France Culture, donc en podcast, en gros c'est mes 8 séries, là pour l'instant j'en ai fait 8. Voilà, donc je vous laisserai écouter ceux que ça intéresse. Et surtout je vous recommande, y compris en parlant de Poulpe, les 2 dernières séries, La vie aux extrêmes et Les pionniers de l'évolution. Je ne devrais pas dire ça, mais qui sont mes 2 préférées. Ça tombe bien, c'est mes 2 dernières. On a aussi une chaîne YouTube. Je vous montre ça avec d'autant moins d'aplomb que je vous répète que tout ce qu'on fait est majoritairement gratuit et pour tous, sur toutes les applis d'écoute, etc. Donc, ça me paraît important de signaler qu'on a aussi cette chaîne YouTube. Là, vous voyez, je suis avec Vincent Munier. On a plein d'autres sur notre chaîne. On a un beau site qui fait... je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait une rédactrice comme Marie-Laure. Marie-Laure, c'est le moment de... c'est le moment d'applaudir Marie-Laure. C'est vraiment une conférence pour les femmes. Pour l'instant, il n'y en a que pour les femmes. Guillaume, tu m'excuseras. Donc le site de BSG, dans lequel il y a plein d'infos complémentaires. On ne peut pas tout dire dans les podcasts, et donc on a plein d'infos complémentaires sur notre site qui est lui aussi gratuit. C'est pour ça que j'en parle avec pas du tout... Bon, ça, c'est mes 2 bouquins qui ne sont pas gratuits. Quand même bien, voilà. Mais j'en ai déjà parlé, donc je passe vite. Et voilà, je finirai en disant qu'on a créé ce jeu, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, donc j'insiste pas. Là, c'était l'occasion de vous montrer à quoi ressemblent les cartes. Et voilà, on n'en a qu'un seul, on ne le vend pas ce soir, mais ceux qui sont profs, que ça intéresse ou quoi, bien sûr qu'on veut bien le montrer. Et il y en a le créateur qui est là, Guillaume, ceux que ça pourrait intéresser. Vous allez finir par lui arracher une larme à Guillaume, qui est très émotif. Ceux qui trouvent que le jeu est moche, surtout, dites-le moi plutôt à moi. Eh bien, merci.